Attention les amis, êtes-vous prêts pour une histoire qui vous coupera le souffle? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de laisser vos commentaires pour ne pas manquer une seule seconde de ce récit incroyable. Le verre à champagne de Marco Fuentes n'a pas glissé. Il s'est brisé. Le bruit s'est perdu dans les applaudissements. Mais pour lui, ce fut un coup de feu, le signal de la fin de son monde. Il était là, au bal le plus exclusif de la décennie à Madrid, prêt à porter un toast à sa nouvelle vie, à sa nouvelle promotion et à sa fiancée parfaite. Il avait même passé la nuit à se moquer de son ex-épouse pathétique, Elena. Maintenant, il était paralysé, son sang transformé en glace. Parce que la femme debout sous les projecteurs, présentée non seulement comme invitée, mais comme la fiancée du milliardaire le plus énigmatique d'Espagne, était Elena. Le café avait un goût de cendre. Elena Serrano remuait le liquide tiède dans son gobelet en papier. Son reflet la regardait depuis la fenêtre sombre du Café del Arte sur la Cale Mayor. Il était 7 heures du soir un mardi, et c'était son 4e café de la journée, un substitut bon marché au dîner qu'elle sauterait. La pluie fouettait le pavé, transformant les lumières de la ville en une aquarelle floue et indifférente. Elle était fatiguée, non seulement de la journée de 12 heures à la galerie, mais d'un épuisement profond et lourd qui s'était installé 6 mois plus tôt. Le jour où son divorce d'avec Marco Fuentes était devenu officiel. La sonnerie de la porte du café a tinté, et un courant d'air froid et humide a frappé l'arrière de son cou. Elena se recroquevilla, serrant davantage le col de son manteau de laine, usé mais toujours élégant. « Elena, mon Dieu, c'est toi! » La voix était un cocktail nauséabond de fausses surprises et de véritable pitié. C'était Marco. Elena se retourna lentement. Il n'était pas seul. Sous son parapluie ridiculement grand avec le logo d'entreprise de Banco Ibérico se trouvait Isabel Vargas. Isabelle, l'amélioration. Isabelle, avec ses cheveux blonds platine lisses, un visage habilement, quoique contre nature, sculpté par un chirurgien de la Castellana, et une veste Montclair d'un blanc éclatant qui semblait repousser la pluie sale de la ville. Marco, en revanche, semblait tout droit sorti d'une publicité pour des fonds d'investissement. Son costume était sur mesure. Sa montre était une Hublot qui coûtait plus cher que tout l'appartement d'Elena, et il affichait un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Marco, Isabelle !» Elena mit sa voix sur un ton neutre. Elle repoussa instinctivement une mèche de ses cheveux châtains cendrés derrière son oreille. « Nous venons de la terrasse du casino », se vanta Marco, gesticulant vaguement. « Nous devions fêter ça. Tu regardes le nouveau vice-président de la banque privée. » Il bombait légèrement le torse. « C'est un grand pas, de gros clients. »« Félicitations, Marco, » dit Elena, retournant son regard vers son café. Et à Isabelle, Marco continua de se rapprocher de l'autre femme. Elle vient de conclure sa 3e propriété d'investissement, un triplex à Salamanque. Rien que la commission était... Il émit un sifflement bas et désagréable. Nous pensons aller à Ibiza pour un long week-end. Tu devrais... Bon. Tu sais, il n'avait pas besoin de finir la phrase. Tu devrais prendre des vacances. Oh, attends, tu ne peux pas te les payer. Isabelle, qui examinait ses ongles impeccables, leva finalement les yeux. Elena, quelle joie de te voir. Tu travailles toujours dans cette petite boutique d'art, celle des cadres poussiéreux de Marco. C'est la galerie Sterling, corrigea Elena doucement. Eh oui, j'y suis toujours. Oh, comme c'est mignon, dit Isabelle d'une voix mielleuse, dégoulinante de condescendance. C'est si important d'avoir un passe-temps.
Marco m'a dit que tu étais toujours très bohème. Il a dit que ton père était pareil, n'est-ce pas? Tous ces livres, et rien de... Enfin, tu sais, sans sens des affaires, sans ambition, sans argent. Les mains d'Elena se serrèrent autour du gobelet en papier. Son père avait été un historien de l'art brillant et passionné, qui était mort avec une bibliothèque pleine de connaissances inestimables et un compte en banque rempli de poussière. C'était la seule partie de sa vie qu'elle avait pleinement partagée avec Marco, et il l'avait transformée en une arme. « C'était agréable de te voir, Marco, » dit Elena en se levant. « Attends, » dit Marco, son ton passant à un jeu de rôle. Il jouait pour Isabelle, lui montrant à quel point il était magnanime. « Écoute, Elena, je sais que l'accord n'était pas énorme. Tu n'as pas vraiment voulu te battre pour l'appartement. Et bon, j'en ai besoin pour, tu sais, divertir. » Je ne voulais pas de l'appartement, Marco. Ce n'était pas ma maison. C'était ta scène. Marco lâcha un rire court et bruyant, toujours si dramatique. C'est ce que j'aime chez Isabelle. Elle est pragmatique. Elle comprend les actifs. Écoute, si jamais tu manques vraiment, je veux dire. Tiens. Il fouilla dans son portefeuille, sortit une liasse de billets épais et lui donna 2 billets. De 50 €. Il les fit glisser sur la table. Pour, tu sais, un repas décent. Le geste était si scandaleusement insultant, si parfaitement de Marco, qu'Elena sentit un calme étrange et froid l'envahir. La douleur était partie, remplacée par quelque chose de dur et clair. Elle regarda les 2 billets, puis son visage suffisant. « Je n'ai pas besoin de ton argent, Marco. »« Oh, allez, Elena, ne sois pas orgueilleuse. Ce n'est que 100 €. Pense-y comme à une œuvre de charité. Je me débrouille bien. J'aime aider. » Isabelle lâcha un petit rire aigu et tintant qui lui écorcha les nerfs. « Il est très généreux, Elena. C'est l'une de ses meilleures qualités. » Elena le regarda fixement. Elle se souvint d'un Marco différent, un Marco plus jeune qui avait été fasciné par sa connaissance inutile de l'art hollandais du XVIIe siècle. Un homme qui avait dit un jour que son esprit était l'endroit le plus excitant où il ait jamais été. Cet homme était parti depuis longtemps, enterré sous des couches d'ambition et d'eau de Cologne bon marché. « Garde-le, » dit Elena, sa voix basse mais résonnant de finalité. « Achète une autre paire de chaussures à Isabelle. J'ai entendu dire que les Manolo étaient en solde. » Elle passa devant eux, sans attendre de réponse. Elle ne prit pas son fragile parapluie. Elle ouvrit simplement la porte et sortit sous l'averse. Elle ne regarda pas en arrière, tandis que la pluie lui collait les cheveux au visage et la trempait à travers son mince manteau. Marco la regarda partir avec un sourire suffisant aux lèvres. Il se tourna vers Isabelle et remit l'argent dans sa poche. « Tu vois ce que je veux dire ?» dit-il, lui passant un bras autour de la taille. « Ancrée dans le passé, toujours si émotionnelle, elle travaillera dans cette boutique poussiéreuse pour le reste de sa vie. Maintenant, rentrons à la maison. Je veux parler de la liste d'invités pour le mariage. Je pense que nous pourrions peut-être obtenir une entrée au bal de l'allégué de Los Alba. C'est là que se trouve le vrai argent. » Isabelle s'illumina. « Le bal de Los Alba, Marco. C'est impossible. C'est organisé par Sébastien Torres. Personne ne sait même à quoi il ressemble. »« Laisse-moi faire, » dit Marco, ses yeux brillants. « Le nouveau vice-président de Banco Ibérico ouvre des portes, Isa. Il ouvre des portes. » Il jeta le gobelet de café en papier qu'Elena avait laissé à la poubelle, sans remarquer le petit logo estampé sur le porte-cartes en cuir qu'elle avait tenu en partant. Ce n'était pas une marque qu'il reconnaissait.
C'était simplement un ST élégant. La galerie Sterling n'était pas une petite boutique d'art. Elle était invisible pour les non-initiés. Cachée dans une rue pavée tranquille du quartier gothique de Barcelone, elle n'avait pas d'enseigne tape à l'œil, ni de vitrines audacieuses. Son nom était discrètement gravé à la feuille d'or, sur une seule porte en verre renforcé. Pour 99% du monde qui passait, ce n'était rien. Pour 0,1%, les conservateurs de musées, les directeurs de fondations privées et les familles de vieilles fortunes, c'était la galerie privée la plus importante du monde. La galerie Sterling ne vendait pas d'art. Elle l'acquérait. Elle l'authentifiait. Elle négociait l'histoire. Pouvez-vous imaginer la tête de Marco s'il savait la vérité en ce moment? Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Elena Serrano n'était pas une assistante. Elle était l'associée principale et l'authentificatrice en chef de la galerie. Les cadres poussiéreux dont Isabelle se moquait étaient, en fait, des pièces florentines originales du XVIe siècle, sculptées à la main. La poussière était la patine du temps, et les peintures à l'intérieur s'échangeaient silencieusement pour des sommes qui feraient passer le nouveau salaire de Marco Fuentes pour une erreur d'arrondi. Quand Elena arriva à la galerie, trempée jusqu'aux os, son collègue Arturo l'attendait. Arturo était un homme sévère d'une 60aine d'années, impeccablement vêtu d'un costume désastreux, qui avait été le plus vieil ami de son père. « Tu es en retard, Elena », dit sa voix dure, mais ses yeux étaient gentils. Il lui tendit une épaisse serviette monogrammée. « Et tu es trempée. »« J'ai croisé Marco », dit Elena en se séchant les cheveux. Le visage d'Arturo s'aigrit. « Ce comptable, je suppose que tu lui as transmis mes salutations? »« Je ne lui ai rien donné, » dit Elena, retirant son manteau mouillé. Dessous, elle portait un chemisier de soie noire et un pantalon de laine simple et parfaitement ajusté. L'uniforme de la galerie. Il m'a offert 200 € pour un repas décent. Arturo laissa échapper un grognement, une rare interruption de son sang-froid. 200. Mon Dieu, cela ne couvrirait même pas l'assurance d'expédition de la nouvelle esquisse de Rembrandt que nous vérifions. Il a été nommé vice-président de Banco Ibérico. Louis et Isabelle sont... Ils prospèrent. Ils prospèrent, répéta Arturo le mot, le savourant comme du poison. Ils montent une échelle, ma chère. Tu construis tout le bâtiment. Ne confonds pas les deux choses. Il la conduisit au bureau arrière, qui était moins un bureau qu'un laboratoire de haute technologie, combiné à une bibliothèque de recherche. Les étagères s'élevaient jusqu'au plafond, remplies de catalogues de vente aux enchères rares et de textes d'histoire de l'art. Au centre de la pièce, sous une lumière stérile de musée, se trouvait une petite peinture sombre. « Le paquet du coffre-fort de Zurich est arrivé, » dit Arturo. Le visage d'Elena changea instantanément. La femme fatiguée et trempée de pluie du café disparut. Ses yeux s'aiguisèrent. Elle enfila une paire de gants blancs et prit une loupe. « Sa concentration absolue est la bonne, » murmura-t-elle, se penchant sur la toile. « Regarde le craquelé. Il est cohérent avec l'après des années 1540. Et le pigment, cette nuance particulière d'ocre, c'est lui. C'est le Vermeer perdu. Tu es sûr? Regarde la touche de pinceau sur la perle, dit Elena, son doigt flottant juste au-dessus de la toile. La façon dont il utilise la lumière, non pas comme un revêtement, mais comme un ingrédient dans la peinture elle-même. Personne d'autre n'a fait ça, ni à l'époque, ni maintenant. C'est le musicien aux luttes à l'aube. Il a disparu depuis 1942, volé dans une collection privée à Varsovie.
Et notre client? Demanda Arturo. Notre client? Dit Elena, un petit sourire sincère touchant enfin ses lèvres. Il sera très, très satisfait. Elle s'approcha de son ordinateur, se connectant à un serveur de messagerie fortement crypté. Elle y écrivit un message court et concis. Objet. Réarticle 402. Authentification complète. C'est authentique. La provenance est confirmée par les archives de Varsovie. Prêt pour le transport. CTB. Elle l'envoya à une seule adresse non répertoriée. 7 chez Thorn Dynamics Private. Une réponse automatique arriva instantanément. Message reçu. Veuillez attendre les instructions de transport. Il sera heureux, fit remarquer Arturo. Cette pièce complète la collection de maîtres hollandais pour la nouvelle L. Torres Serrano, au musée du Prado. Il aime juste que nous ayons trouvé quelque chose de réel, dit Elena, se permettant finalement de s'asseoir. Il déteste le bruit. Il déteste les contrefaçons. En parlant de bruit, dit Arturo, se retournant. Il se dirigea vers un bureau différent. Un en acajou du 18e siècle, et il prit une seule enveloppe en vélin extraordinairement épaisse. Elle était scellée avec de la cire bleu foncé, estampillée du blason d'un phénix. Cela a été livré par coursier il y a 1 heure. Pour toi, personnellement. Elena la prit. Son nom était écrit sur le devant, dans une calligraphie exquise et ancienne. Serraverietta Elena Serrano. Elle brisa le sceau. À l'intérieur se trouvait une seule carte lourde. Monsieur Sébastien Torres sollicite l'honneur de votre présence au bal de l'allégué de Los Alba, à l'occasion de ses fiançailles officielles, le samedi 18 novembre, à la Bibliothèque nationale d'Espagne, à 21 Yos. Elena fixa l'invitation. « Eh bien, dit Arturo, avec une lueur de connaissance dans ses yeux, il semble que notre mystérieux client soit enfin prêt à se montrer en public. Il va vraiment faire ça, allaita Elena. Il déteste les fêtes. Il déteste les imbéciles, corrigea Arturo. Ce n'est pas une fête, c'est une annonce. Et toi, ma chère, tu es l'invité d'honneur. Une autre notification retentit sur le téléphone d'Elena. C'était un message texte de groupe d'une vieille amie de l'université et quelqu'un qui la voyait toujours comme la pauvre petite Elena. « OMG, vous avez entendu que l'équipe de Marco Fuentes à Banco Ibérico vient d'obtenir une table d'entreprise au bal de Los Alba? Vous pouvez y croire? Marco et Isabelle y vont. Je me demande avec qui ils vont s'asseoir. » Elena regarda le message. Puis elle regarda la lourde invitation en vélin dans sa main. « Arturo, dit sa voix d'acier, appelle l'atelier de Hannibal Laguna. Dis-leur que j'ai besoin d'avancer mon dernier essayage de robe. Et appelle Gracie. Dis-leur qu'il est temps d'ouvrir le coffre-fort pour le monde. Sébastien Torres. Il serait moins un homme qu'une histoire de fantôme racontée par le pays. Il n'existait pas sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas de photo de paparazzi de Louis sur un yacht. La dernière photo connue de Louis était un cliché granuleux d'il y a 15 ans de sa remise de diplôme à la Polytechnique de Valence, montrant un jeune homme grand et aux cheveux noirs avec un mortier et une toge. Depuis, il avait construit Torres Dynamicas, un géant de la logistique d'IA et de l'aérospatiale privée, qui avait consommé silencieusement et sans pitié sa concurrence. Il était milliardaire, pas multimillionnaire, mais il vivait avec l'empreinte invisible d'un moine. Il possédait des îles, mais personne ne savait lesquelles. Il avait des maisons à Londres, Tokyo et Madrid, mais on ne le voyait jamais y entrer ou en sortir. Forbes l'appelait le reclus de Silicon. Vanity Fair l'appelait le fantôme de Serrano.
On murmurait qu'il était brillamment excentrique, ou peut-être horriblement marqué, ou peut-être juste ennuyeux. Le bal de l'allégué de Los Alba fut sa première apparition publique. Il avait racheté le nom et la charte de Los Alba, longtemps inactifs, non pas pour l'histoire, mais, comme le disait le communiqué de presse, pour financer une nouvelle ère d'innovation espagnole. Le bal était le lancement d'une dotation de 10 milliards d'euros, et tous ceux qui étaient quelqu'un voulaient y assister. Pour Marco Fuentes, l'invitation n'était pas seulement un billet, c'était un couronnement. Son titre de vice-président lui avait donné accès à une table d'entreprise, assise quelque part dans la vaste et résonnante étendue du salon de l'Amusas de la Bibliothèque nationale d'Espagne. En réalité, c'était une table de niveau 3, loin de la tribune centrale. Mais Marco ne le savait pas. Tout est une question de proximité, Isa, expliqua-t-il, ajustant son nouveau smoking Tom Ford devant le miroir de son appartement stérile au mur de verre, l'appartement pour lequel Elena avait refusé de se battre. Torres sera là, il doit l'être, et quand il fera son discours, je serai juste là. Il verra le panneau Banco Ibérico. Il s'agit de planter la graine. C'est comme ça qu'on passe au niveau suivant. C'est comme ça qu'on obtient notre propre jet. Pas seulement un temps partagé. Isabelle appliquait une dernière couche de brillante à lèvres, sa robe d'un ton cramoisi vibrant, presque violent. Elle était conçue pour être vue. « Tu crois que je vais être dans Vogue ?» demanda-t-elle, posant. « Chérie, ce soir, nous sommes Vogue, » dit Marco, débordant d'une confiance en soi si puissante qu'elle en était presque toxique. Son téléphone bourdonna. C'était le même chat de groupe de l'université. Une amie d'une amie organise le bal de Los Alba. Devinez qui elle a vu sur la liste du personnel. Elena Serrano. Un autre message apparut. OMG de la Galerie Sterling. Ça a du sens. Il prête probablement une partie de l'art ancien pour l'ambiance. La pauvre petite Elena devant travailler lors d'une fête à laquelle elle devrait assister. Marco lut les messages et laissa échapper un rire sonore et sincère. « C'est trop parfait, » dit-il, montrant le téléphone à Isabelle. « Oh, c'est juste triste, » dit Isabelle, sa fausse pitié encore plus prononcée que la sienne. « Imagine, polir l'argenterie pendant que ton ex-mari est... enfin, nous. Tu crois qu'on devrait lui dire bonjour, juste pour être gentil? » « Absolument, » dit Marco, ses yeux brillants d'une sorte de délice cruel. « Nous sommes généreux, tu te souviens? Nous la trouverons. Peut-être que je lui donnerai un de ces billets de 100 € que j'ai gardés. Elle pourra, je ne sais pas, acheter des chaussures plus confortables. » Il termina son verre de whisky, le récit triomphal s'écrivant déjà dans sa tête. Lui, le héros conquérant, marchant dans les couloirs du pouvoir, tandis que son ex-épouse, timide et peu pratique, lui servait des canapés. C'était parfait. Pendant ce temps, au 72e étage d'un immeuble privé, et sans distinction surplombant le Parc del Retiro, Elena Serrano se tenait sur une estrade, dans une pièce entièrement entourée de miroirs. L'appartement n'était pas le sien, c'était celui de Sébastien. Oh, plus précisément, c'était un des siens. La conception Hannibal Laguna qu'elle avait demandée n'était pas la maison de couture Hannibal Laguna, mais un couturier privé interne qui travaillait exclusivement pour le patrimoine Torres. L'ourlet est parfait, Señorita Serrano, dit la créatrice, sa voix un murmure respectueux. La robe n'était pas une robe. C'était une œuvre d'art. Elle était d'un ton de bleu nuit profond, qui semblait boire la lumière de la pièce, avec une traîne en cascade qui bougeait comme de la fumée liquide.
Le corsage était simple, élégant et sans ornement, à l'exception du collier. Arturo, debout dans un coin dans son propre smoking, s'éclaircit la gorge. La livraison de Gracie est arrivée. Un garde de sécurité, avec la carrure d'un défenseur de football américain et un écouteur, s'avança avec une mallette en acier. Il l'ouvrit. À l'intérieur, sur un lit de velours noir, se trouvait l'étoile de l'Adriatique. C'était un diamant bleu impeccable, de 120 carats, entouré d'une constellation de diamants blancs plus petits. C'était une pièce si célèbre qu'elle était considérée comme un mythe, une pierre sœur du diamant Hope. « Sébastien insiste pour que tu le portes, » dit Arturo, sa voix inhabituellement douce. Il a dit, et je cite, « Il va avec ses yeux et dérangera les bonnes personnes. » Elena laissa échapper un rire réel et chaleureux. Il n'a pas tort. Elle se releva les cheveux pendant qu'Arturo lui attachait le poids inestimable et lourd de l'histoire autour du cou. La froideur des diamants se réchauffa immédiatement sur sa peau. Elle se regarda dans le miroir. La femme qui la regardait n'était pas celle du café dell'Arte. Cette femme n'était pas fatiguée, n'était pas usée. Elle était, comme l'avait dit Arturo, un bâtiment. Et ce soir, il ne faisait qu'y couper le ruban. « Tu ressembles à la recherche de ton père », dit Arturo. Ses yeux s'embuaient une seconde. Toute cette beauté, toute cette histoire, toute cette valeur, attendant juste d'être vue par quelqu'un qui savait ce qu'il cherchait. « Je suis nerveuse, Arturo. »« Bien, » répondit-il, lui tendant un petit sac à main en velours. « Ça signifie que tu prends ça au sérieux. Lui aussi. Ce n'est pas juste une fête pour lui, c'est une présentation pour vous deux. »« Et Marco ?» demanda-t-elle, le nom sonnant étrange. « Monsieur Fuentes est une mouche, » dit Arturo, redressant son nœud papillon. « Et ce soir, tu es le pare-brise. Maintenant, la voiture est en bas. Monsieur Torres attend à l'entrée privée de la bibliothèque. » La Bibliothèque nationale d'Espagne avait été transformée. La grande salle des muses, revêtue de marbre, qui résonnait normalement des murmures des touristes et des érudits, était maintenant une mer brillante de titanes en tenue de soirée. Les lustres de cristal coulaient et le parfum de milliers d'orchidées blanches flottait lourdement dans l'air. Marco et Isabelle Fuentes firent leur entrée. Selon toute norme normale, ils formaient un couple magnifique. Son smoking était impeccable. Sa robe cramoisie était voyante, et tous deux irradiaient l'énergie désespérée et affamée des nouveaux arrivants. Ils naviguèrent dans la salle, leurs yeux scannant les noms, leurs mains tendues pour réseauter. Marco réussit une brève poignée de main dédaigneuse du PDG de Banco Santander et un hochement de tête courtois d'un sénateur espagnol. Il se sentait invincible. « C'est ça, Isa », murmura-t-il, prenant 2 coupes de champagne sur un plateau qui passait. « C'est l'air que nous étions censés respirer. »« Regarde !» chuchota Isabelle, le coudant. « N'est-ce pas la rédactrice en chef de l'entreprise? »« Elle parle à quelqu'un, nous reviendrons vers elle, » dit Marco, scannant la salle. « Maintenant, où est l'entrée du personnel? Je veux voir si nous pouvons trouver Elena. Ce sera une bonne histoire pour la table. » Ils contournèrent le bord du sol principal, passant les cordons de velours menant aux cuisines et aux zones de préparation. Des serveurs en veste blanche amidonnée passèrent en hâte. « Excusez-moi, » dit Marco en arrêtant un. « Je cherche l'une des organisatrices de l'événement, une femme nommée Elena Serrano, de la Galerie Sterling, est censée aider avec l'art. » Le serveur, un professionnel chevronné, lança à Marco un regard vide. « Monsieur,
Toutes les installations artistiques sont gérées par l'équipe de conservation privée de la Fondation Torres. Il n'y a pas de personnel de galerie dans la salle. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. » Il passa. Marco fronça les sourcils. C'est étrange. Peut-être qu'elle est au vestiaire, ou peut-être qu'elle a juste menti sur le fait de venir. Elle a probablement été renvoyée, suggéra Isabelle, buvant son champagne. Ou peut-être qu'elle est juste la responsable du vestiaire. Allons vérifier. Ils se dirigèrent vers l'entrée principale, mais un silence soudain s'abattit sur la foule. L'orchestre qui jouait du Vivaldi baissa à un murmure bas et attentif. Un homme en smoking s'approcha du microphone sur la tribune centrale. « Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous. Ce soir, nous lançons la dotation Torres Salva. Mais d'abord, notre hôte, qui a si généreusement créé cette soirée, souhaite célébrer une étape personnelle. C'est un profond honneur pour moi de présenter, pour la première fois publiquement, Monsieur Sébastien Torres. » Tous les téléphones de la salle se levèrent. La fosse médiatique au bout de l'allée éclata en une salve silencieuse de flash. Marco et Isabelle se tordirent le cou, pris au milieu de la foule. Leur mission de trouver Elena fut instantanément oubliée. « C'est lui !» haleta Marco, son cœur battant. « C'est le type !» Les énormes portes en chêne de 9 mètres de haut de la salle de lecture privée de la bibliothèque s'ouvrirent en grand. Un homme en sortit. Il n'était pas marqué. Ce n'était pas un gobelin. Il était grand, aux cheveux noirs, avec une intensité dans les yeux qui était presque terrifiante. Il était beau d'une manière sévère et intelligente, et il se déplaçait avec la grâce inquiétante et silencieuse d'un prédateur. Il portait un smoking simple et parfait, le seul ornement étant une broche à son revers, le même blason du Phoenix ST de l'invitation. C'était Sébastien Torres, le mythe, le fantôme. Il s'arrêta au sommet des marches de marbre, ses yeux scannant la foule avec un regard d'analyse froid et indifférent. Il ne sourit pas. Et le présentateur continua, sa voix résonnant d'une joie artificielle. « Monsieur Torres n'est pas seul. Ce soir, il est accompagné de la femme qui a accepté d'être sa partenaire dans la vie et dans cette nouvelle fondation. Veuillez les accueillir sa fiancée. » Sébastien Torres se retourna, un petit sourire sincère brisant finalement son expression sévère. Il étendit sa main. Et à la lumière. Sa main dans la sienne, Elena Serrano apparut. Ce ne fut pas une transformation. Ce fut une révélation. Elena n'était pas la femme timide et trempée de pluie du café. Elle n'était pas la douce fille avec un passe-temps. La femme qui descendit les escaliers, sa main fermement dans celle de Sébastien Torres, était majestueuse. La robe Balenciaga bleu nuit semblait tisser du ciel nocturne. L'étoile de l'Adriatique autour de son cou ne faisait pas que briller. Elle brûlait, projetant des éclats de lumière bleue sur le marbre. Ses cheveux, que Marco avait toujours appelés ennuyeux, étaient tirés en un chignon complexe et élégant qui mettait en valeur les lignes nettes et aristocratiques de son cou et de sa mâchoire. Mais ce n'était ni la robe, ni les diamants. C'était son visage. L'épuisement avait disparu, remplacé par une confiance radieuse et terrifiante. Elle regarda la foule, les centaines d'invités à une fête avec des milliardaires et des PDG, et elle n'était pas intimidée. Elle semblait simplement appartenir là plus qu'aucun d'entre eux. La foule éclata en applaudissements, mais ils étaient hésitants, confus. Qui était-elle? Le nom Elena Serrano ne signifiait rien pour eux, mais il signifiait tout pour Marco Fuentes. Il était paralysé. La coupe de champagne ne glissa pas seulement. Elle s'écrasa sur le sol de marbre. Le bruit se perdit dans l'explosion de l'orchestre, qui avait éclaté en une partition triomphale,
Mais pour Marco, c'était le seul bruit au monde. « Marco », dit Isabelle, sa voix aiguë et métallique. « Marco, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as fait tomber le... Marco ?» Elle suivit son regard. Elle vit la femme à la robe bleue. Elle vit les diamants. « C'est elle ?» La bouche parfaitement maquillée d'Isabelle resta ouverte. « Non, ça ne peut pas être. Ce n'est pas... Elena ?» Marco ne pouvait pas parler. Son sang s'était transformé en grésil. Son cerveau était un diaporama frénétique d'images. Elena avec son manteau usé. Elena remuant son café bon marché. Elena le regardant avec ses yeux calmes et déçus. Il lui avait offert 100 €. Il s'était moqué de son passe-temps. Il l'avait appelée bohème. Il lui avait dit qu'elle n'avait pas d'ambition. Et elle était là, fiancée à Sebastián Torres, l'homme que Marco avait passé toute la nuit à vouloir simplement apercevoir. L'homme qui pouvait acheter et vendre Banco Ibérico avec les intérêts de son compte courant. La voix du présentateur coupa sa paralysie. « Mesdames et messieurs, veuillez vous joindre à moi pour féliciter Monsieur Sebastián Torres et la cénovite Elena Serrano. » Sebastián leva la main d'Elena à ses lèvres et l'embrassa, ses yeux ne quittant jamais les siens. Ce fut un geste d'une profonde intimité publique. Puis il se tourna vers le microphone. Sa voix était grave et n'avait pas besoin d'amplification. Elle traversa la salle avec une autorité calme et absolue. « Merci d'être venu, dit-il. Pendant des années, je me suis concentré sur mon travail. J'ai évité ceci. » Il désigna la fête. « Je trouve que la recherche du statut est inefficace, mais ma fiancée m'a rappelé récemment que la valeur ne se trouve pas toujours en bourse. Elle se trouve dans l'histoire, dans la beauté et dans les personnes qui ont la brillance de voir ce que les autres manquent. » Ses yeux scannèrent la foule, et pendant une seconde qui lui glaça le cœur, Marco sentit que ses yeux se posaient directement sur lui. « Ma fondation, » continua Sébastien, « se consacrera à la récupération et à la protection de l'art et de l'histoire qui nous façonnent. Et elle sera dirigée par la seule personne sur Terre en qui j'ai confiance pour le faire. Ma partenaire est la nouvelle présidente de la dotation Torres Salva, Elena Serrano. » Les applaudissements furent assourdissants cette fois. La confusion avait disparu, remplacée par l'énergie frénétique d'un nouvel acteur de pouvoir, étant sacré. Marco bougea enfin. Il trébucha en arrière, heurtant l'épouse horrifiée d'un sénateur. « J'ai besoin d'un peu d'air. Je me sens mal. »« Marco, » chuchota Isabelle, agrippant son bras. Ses ongles s'enfoncèrent dans sa manche. Son visage n'était plus joli. C'était un masque d'envie pâle et furieuse. « Comment a-t-elle fait ça? Tu m'as dit qu'elle n'était personne. Tu m'as dit qu'elle n'était rien. »« Je ne sais pas, » balbutia-t-il. La salle tournait. Toutes ses vantardises, toute sa condescendance, tous ses petits triomphes l'entouraient comme des vautours. Il s'était vanté de son nouvel amour, et il venait de voir son ex-épouse devenir la femme la plus puissante de la pièce. Il l'avait appelée Charité, et on venait de lui confier une fondation de 10 milliards d'euros. Le toiletteur était devenu le fiancé. L'amélioration qu'il avait choisie, Isabelle, semblait soudain bon marché. Sa robe cramoisie était bruyante. Son ambition était transparente. Elle était un actif. Mais Elena était toute la putain de banque. Quel tournant inattendu! Avez-vous déjà été autant sous-estimé? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires et aimez si vous aimez cette histoire. L'histoire que Marco Fuentes s'était construite, celle qu'il polissait et répétait à Isabelle jusqu'à ce qu'elle brille comme un fait, était un mensonge réconfortant.
L'union d'Elena Serrano et de Sebastián Torres n'était pas une romance éclair. Ce n'était pas une histoire de Cendrillon où un milliardaire était tombé sur une jolie fille dans une librairie poussiéreuse. C'était une acquisition à haut risque, hors marché, d'un esprit brillant par un autre. Et cela avait commencé, comme toutes les grandes découvertes historiques, par une seule note de bas de page oubliée. L'histoire que Marco croyait connaître était celle-ci. Le père d'Elena, le docteur Alejandro Serrano, avait été un historien de l'art médiocre à l'Université Complutense, qui avait fait faillite. Il s'était obsédé en affirmant d'avoir découvert un Caravage perdu, la Madeleine pénitente. Mais le monde de l'art, mené par un rival cruellement charismatique nommé Dr Pablo Gil, l'avait publiquement et systématiquement déchiqueté. Gil, un conservateur capitaliste nouveau riche, qui croyait que l'art n'était qu'une autre classe d'actifs, avait utilisé la section artistique de l'ABC pour réfuter méthodiquement les affirmations d'Alejandro, signalant des incohérences dans la toile et le pigment. La peinture fut déclarée une contrefaçon, une copie compétente mais pathétique. Le docteur Serrano fut déshonoré, son poste révoqué, sa réputation brisée. Il mourut 2 ans plus tard, ne laissant à Elena rien d'autre qu'une montagne de dettes et une bibliothèque pleine d'échecs. C'était l'histoire avec laquelle Marco s'était marié. Au début, il avait vu le nom Serrano comme une clé potentielle vers les cercles de la vieille fortune. Quand il réalisa que le nom n'était pas une clé mais un cadenas synonyme de disgrâce académique et de ruine financière, son affection s'aigrit. Il commença à se plaindre de l'esprit universitaire tranquille d'Elena, la voyant non pas comme brillante, mais comme un fardeau, la même faiblesse bohème qui avait détruit son père. Elena se souvint avec une clarté déchirante de la nuit où il l'avait trouvée dans son bureau, parcourant les journaux intimes de son père. « Elena, chérie », avait-il dit, sa voix onctueuse avec ce charme ambitieux dont il était si fier. « Pourquoi lis-tu ces choses tristes? C'est comme un manuel sur la façon d'échouer. » Il avait frappé le livre relié en cuir. « C'est le passé. C'est de la dette. Je parle de l'avenir. Je parle d'actifs. Maintenant, allons voir les annonces de Penthouse en ligne. Je veux te montrer le genre de marbre que je veux pour le minibar. » Il avait écarté son histoire, sa passion et son intellect comme des choses tristes. Le jour où le divorce devint officiel, Elena ne fit pas que pleurer. Elle respira. Le poids oppressant de son ambition pragmatique et écrasante avait disparu. Elle était libre. Elle déménagea dans son petit appartement du quartier gothique. Elle reprit la galerie Sterling d'Arturo, qu'il avait sauvegardée pour elle, et retourna aux journaux intimes. Cette fois, elle n'était pas une fille en deuil. Elle était l'authentificatrice la plus méticuleuse du marché privé. Pendant 3 mois, elle travailla, recoupant les notes de son père avec des catalogues de vente aux enchères et des manifestes d'expédition. La vraie peinture, celle que son père cherchait, était la propriété du milliardaire fantôme. Sebastián Torres. Elena n'hésita pas. Elle ne divulgua pas l'histoire. C'était la manière de Marco, tout en bruit et en posture. Elle agit. Elle écrivit un seul courriel au serveur privé crypté qu'elle avait déterré. Objet: la Madeleine pénitente. Manifeste de Gens, 1952. Article 6. Vous possédez la vraie. Je suis la seule personne vivante qui peut le prouver. Elle tortura. La réponse arriva en 90 secondes. Mon bureau. Demain. 10 Sacher St. Le bureau était l'attique du 72e étage. L'ascenseur était silencieux. Sans fenêtre.
et il se déplaçait si vite qu'il lui donna la nausée. L'appartement n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Ce n'était pas de l'or et du marbre comme le rêve de Marco. C'était du béton, du verre et des livres. Un télescope massif pointait vers le parc. Des plans pour un moteur de fusée étaient étalés sur une table, et sur le mur, éclairé par une seule lumière de musée parfaite, se trouvait une peinture. Sébastien Torres émergea des ombres. Il ne portait pas de costume. Il était pieds nus dans un jean gris et un t-shirt noir. Il ne la regarda pas. Il regarda la peinture. « Pablo Gil m'a vendu ça il y a 10 ans, dit Sébastien. Sa voix un murmure bas. Il m'a dit que c'était la tristement célèbre contrefaçon Serrano. Une curiosité. Un monument à l'échec académique. Je l'ai acheté parce que j'aimais ses yeux. Ils avaient l'air déçus. Il se tourna finalement vers elle. Ses yeux n'étaient pas froids. Ils étaient électriques, la traitant à une vitesse terrifiante. « Vous êtes la fille d'Alejandro Serrano. Vous êtes ici pour me dire que je possède une contrefaçon de 100 millions d'euros. »« Non, Monsieur Torres, » dit Elena d'une voix ferme. « Vous avez raison. C'est une contrefaçon. Mon père a été ruiné par elle. Mais ce n'est pas la peinture qu'il traquait. » Elle passa devant lui, déposant sa mallette. « C'est l'article 7A, celui que Pablo Gil a utilisé pour détruire mon père. Je suis ici parce que vous possédez également l'article 7B, celui qui l'a caché. C'est en effet le prince. » Pendant les 6 mois suivants, Sébastien Torres, l'homme qui ne faisait confiance à personne, accorda à Elena Serrano son attention obsessionnelle et sans partage. Il était captivé. Lui, un homme qui construisait déjà pour prédire l'avenir, était hypnotisé par cette femme qui pouvait décoder si brillamment le passé. Leur romance n'était pas des dîners sur la terrasse du casino. C'était des séances de stratégie à 3 heures du matin dans son coffre-fort privé de haute technologie. C'était Elena sous une loupe lui montrant la fluorescence au rayon X d'un pigment du XVIIe siècle. « Regarde, » avait-elle dit, pointant un écran. « L'après jaune est un plomb. Il est parfait pour la période. Maintenant, regarde le fichier de Gil. » Elle ne lui avait pas seulement trouvé une peinture. Elle avait découvert tout le réseau de contrefaçon de Pablo Gil. Gil avait utilisé sa réputation pour authentifier des contrefaçons, les semer lors de ventes aux enchères mineures, puis les vendre à des milliardaires comme Sébastien. Le faux Caravage sur son mur n'était que le premier. Sébastien déploya son équipe logistique privée. 2 semaines plus tard, l'article 7B, la vraie Madeleine pénitente, fut déballé dans son coffre-fort. Elle était magnifique. Elle brillait. Sébastien se sépara devant les 2 peintures, la contrefaçon terne et compétente, et l'original rayonnant et divin. « Ceci, dit-il, pointant la contrefaçon, est ce que le monde valorise. Le bruit, l'ambition, une bonne histoire. Un homme comme votre ex-mari appellerait cela un actif principal. » Puis il désigna la vraie. Et c'est ce que je valorise. La vérité, la substance, l'article authentique. Il se tourna vers Elena, son visage éclairé par la lumière de la toile. Toi, Elena, tu es l'article authentique. Une nuit, après avoir réussi et silencieusement contraint 3 musées à retirer leur contrefaçon de Gil, ils étaient dans le laboratoire. Elena était épuisée, ses cheveux attachés avec un crayon, buvant du café rassis. Sébastien la regardait simplement. « J'ai construit des systèmes qui peuvent prédire le flux du capital mondial, » dit sa voix calme. « Je peux suivre le processus de pensée d'un algorithme, mais je n'aurais pas pu te prédire. Je ne suis qu'une historienne de l'art, Sébastien. Tu es un algorithme parfait, répliqua-t-il.
Tu es la seule personne que j'ai rencontrée qui voit le code dans le chaos. Le reste du monde n'est que du bruit statique. Il fit une pause. Je suis inefficacement, mais profondément amoureux de toi. Les fiançailles n'étaient pas une proposition. C'était une fusion, un partenariat. Il lui raconta son plan. « Je vais me montrer en public, dit-il. Je vais lancer la dotation. Je suis fatigué des contrefaçons. Je suis fatigué des Gill et des Marco du monde, des hommes qui montent des échelles et appellent ça le succès. Tu détestes ce monde, avait-elle dit, prudente. Je déteste les imbéciles, corrigea-t-il. Mais je ne resterai pas seul sur cette scène pour qu'on me touche. J'ai besoin de quelqu'un à mes côtés qui soit réel, quelqu'un qui connaisse la différence. Il lui prit la main. Ne sois pas seulement ma partenaire, Helena. Sois ma présidente. Dirige cette fondation avec moi. Arrêtons de trouver l'histoire. Commençons à la financer. Construisons quelque chose qui dure. Le bal de l'allégué de Los Alba n'était pas une fête. C'était la conférence de presse de leur nouvel empire. C'était leur déclaration de guerre au monde de la contrefaçon. Et Marco Fuentes n'était pas la cible. Il n'était que le premier et le plus satisfaisant insecte à frapper le pare-brise. Le reste de la nuit ne fut pas une fête. Ce fut un couronnement. L'applaudissement confus initial s'était transformé en une attraction gravitationnelle, concentrée et à haut risque. Helena et Sebastian n'étaient plus seulement des participants. Ils étaient le nouveau soleil. Et tout le système solaire du pouvoir, de la finance, des médias, de la culture et de la politique de Madrid réalignait son orbite en temps réel. Helena n'était pas seulement la fiancée du milliardaire. Cette narration était morte quelques secondes après le discours de Sebastian. Elle était la présidente. Elle était la femme qui avait fait sortir le mythique Sebastián Torres de sa forteresse, la puissance intellectuelle à qui il avait confié une dotation de 10 milliards d'euros. Ils étaient encerclés, mais non pas par les socialites insipides ou les vice-présidents juniors affamés. Le véritable pouvoir dans la salle avait formé un périmètre serré et respectueux. Le directeur du musée du Prado était plongé dans une conversation avec Helena, ses yeux allumés. « Señorita Serrano, le travail de votre père sur le pigment du XVIIe siècle, nous pensions que ce n'était que de la théorie. Si vos nouvelles découvertes sur la collection Gill sont même à moitié correctes, elles sont 100% correctes, directeur, répondit Helena, sa voix calme et claire, audible dans le cercle muet. Et le premier acte de la dotation sera de financer une réauthentification légale complète de toute votre aile de l'ère de la Restauration. Nous pensons que vous avez 3 contrefaçons. Mon équipe vous contactera. » Le directeur eut l'air de pouvoir s'évanouir. Sebastián Torres observait simplement sa fiancée avec un regard de fierté profonde, presque dangereuse sur son visage. Il ne disait rien, renvoyant toutes les questions de culture et de substance à elle. Il était le coffre-fort. Elle était la clé. De l'autre côté de la salle, dans le coin le plus sombre, à côté de leur table de niveau 3, la société Fuentes et Vargas était en cours de liquidation. Le visage d'Isabelle, autrefois un masque parfait de beauté ennuyeuse, était pâle et tendu par une fureur qui allait au-delà de la simple jalousie. C'était la panique froide et dure d'un spéculateur qui venait de recevoir un appel de marge. « Tu es un imbécile, Marco !» chuchota sa voix un murmure venimeux. Son talon Manolo Blahnik tapait un rythme silencieux et frénétique sur le marbre. Un imbécile complet, absolu, total. Et Isa, comment aurais-je pu savoir? Protesta Marco. Sa voix était faible.
Son smoking Tom Ford ressemblait à un déguisement bon marché, et il transpirait. Elle n'était que Helena. Elle lisait ses livres poussiéreux. Elle pleurait devant des films tristes. Elle était faible. Faible? Isabelle laissa échapper un son qui était moitié moquerie, moitié allaitement. Toi, l'expert financier, le vice-président de la banque privée, tu n'as pas pu faire la différence entre un passif déprécié et une action de premier ordre. Tu as vécu avec elle. Tu as eu ça. Elle pointa sa coupe de champagne vers le cercle brillant autour d'Helena. Et tu l'as jeté. Pour moi. Le m'échanger contre moi fut la condamnation finale. Elle était, dans leur propre langage, l'action technologique flashy avec une bonne équipe de relations publiques, mais sans produit. Il avait échangé Amazon en 1997 contre Pets.com en 1999. « Tu es un investisseur horrible, Marco », continua-t-elle, sa voix tombant à une ligne froide et plate. Non seulement tu as manqué une opportunité, tu as vendu à découvert la seule action qui était sur le point de s'emparer de tout le marché. Qu'est-ce que cela dit de ton avenir? Qu'est-ce que cela dit de mon avenir? J'ai fait équipe avec un analyste qui ne peut même pas lire le graphique le plus évident du monde. Pour elle, l'implication était claire. Leur relation, construite sur l'échafaudage fragile de l'ambition mutuelle et de l'acquisition d'actifs, venait d'être condamnée. Helena les vit. Elle les vit se recroqueviller dans l'ombre, une image parfaite de leur propre insignifiance. Elle murmura quelque chose à Sébastien. « Je reviens dans un instant. » Les yeux de Sébastien suivirent son regard. Il reconnut l'expression sur son visage, la même concentration analytique froide qu'elle avait eue lorsqu'elle avait identifié pour la première fois les incohérences de pigments sur le faux Caravage. Ce n'était pas une confrontation. C'était une authentification clinique finale. Il hocha la tête d'un V silencieux. La salle sembla s'ouvrir pour elle alors qu'elle marchait. L'étoile de l'Adriatique à sa gorge pulsait d'un feu bleu froid, un phare dans le salon chaud, rempli d'orchidées. Marco la vit arriver, et il ressemblait à un homme sur le point de tomber physiquement malade. Il se leva si vite qu'il renversa sa coupe de champagne à moitié pleine, le liquide se répandant sur le lin blanc de sa table abandonnée. « Helena !» balbutia-t-il frénétiquement, essuyant le déversement avec une serviette. « Mon Dieu! Helena! Cesse! Cesse! » Félicitations! Elle s'arrêta à quelques mètres, sa posture parfaite, son expression indéchiffrable. « Bonjour Marco, Isabelle. » Sa voix était fraîche et agréable, comme si elle saluait une connaissance lointaine et légèrement décevante. « Profitez-vous de la fête? J'espère que le dîner est à votre goût. » Elle décocha la fléchette sur le dîner, un écho direct du message texte de groupe qui s'était moqué d'elle. C'était si subtil et si parfaitement ciblé que Marco en frissonna. « Helena, écoute, » dit-il désespéré, essayant d'invoquer le vieil onctueux charme qui l'avait défini. Il s'évapora en sa présence. « Je n'avais clairement pas réalisé. Ce que tu étais, ce que je faisais, » termina Helena pour lui, inclinant légèrement la tête. « Mon passe-temps, tu veux dire? » Elle fit un petit pas de plus. Isabelle était paralysée, regardant Helena avec une sorte d'immobilité horrible et reptilienne. « Oui, mon passe-temps m'a tenu occupé. Il s'avère que ma connaissance inutile de l'art du XVIIe siècle, » continua Helena. Sa voix ne s'éleva jamais. Pourtant, elle coupait comme une lame de diamant. Est-ce la clé pour démanteler tout le réseau de contrefaçon de Pablo Gil? Mon obsession pour les journaux intimes tristes de mon père. Elle utilisa ces mots exacts et le regarda se recroqueviller.
était la feuille de route. Le fou, il s'avère, avait raison. Je suis désolé, murmura Marco. C'était pathétique, mais c'était tout ce qu'il avait. Il essaya de rencontrer ses yeux, de trouver la vieille Helena qu'il croyait connaître. « Helena, je suis tellement désolé. Tu me manques. » Helena faillit rire. C'était un son froid et étrange de pure curiosité académique. « Non, Marco, ce n'est pas le cas. Tu confonds le manque de quelqu'un avec une erreur de calcul catastrophique. Je ne te manque pas. Tu manques ce que tu crois que je peux faire pour toi. Tu manques la valeur. Tu es exactement le même homme que tu étais au Café de l'Art, l'homme qui mesure la valeur de chacun en euros et en centimes. » Sébastien Torres apparut silencieusement à ses côtés, plaçant une main dans le bas de son dos. Il n'était pas là pour la protéger. Il était là pour entériner le rapport. Il regarda Marco non pas avec colère, mais avec la curiosité impassible d'un scientifique étudiant un spécimen raté. « Monsieur Fuentes, » dit Sébastien, sa voix un murmure bas qui faisait vibrer l'air, « Helena est l'esprit le plus authentique et le plus brillant que j'ai rencontré. Vous avez vécu avec elle pendant 8 ans et n'avez vu qu'un passe-temps. C'est un manque de vision qui, franchement, m'étonne. » Il se pencha juste un peu. « Vous avez tenu l'article authentique et l'avez échangé contre une contrefaçon. » Il ne regarda même pas Isabelle. « Je licencierais n'importe lequel de mes dirigeants sur le champ pour un manque de jugement aussi complet et catastrophique. » Le visage de Marco devint blanc. Ce n'était pas une insulte personnelle. C'était une exécution professionnelle. Banco Ibérico faisait des milliards d'affaires avec Torres Dinamicas. Il était fini. « Tu t'es vanté de ta meilleure version à Marco, » dit Helena. Sa voix s'adoucit, mais non pas de pitié, de finalité. « Tu as simplement mal jugé laquelle de nous deux avait le billet gagnant. Tu voulais une femme pragmatique qui comprenne les actifs. » Elle regarda finalement Isabelle, un regard qui n'était ni gentil ni cruel, mais simplement de la reconnaissance. « Eh bien, félicitations. Tu l'as. » Helena se tourna, prit le bras de Sébastien et s'éloigna. Ils ne regardèrent pas en arrière en allant saluer le maire, laissant Marco et Isabelle dans les ruines de leur action partagée sans valeur. Le résultat fut rapide et brutal. Le lundi, la presse à scandale avait le potin, racontant avec joie l'histoire du vice-président de Banco Ibérico qui avait offert 100 € à son ex-épouse, fiancée du milliardaire, pour un repas décent. Mais le mardi, le Financial Times avait la véritable histoire. La détective de 10 milliards d'euros. Comment Elena Serrano a vengé son père et découvert le réseau de contrefaçon de Jill. L'article n'était pas sur un mariage. Il s'agissait du démantèlement systématique et brillant d'un empire criminel dirigé par la nouvelle présidente de la dotation, Torres Alba. Le mercredi, Marco Fuentes fut convoqué au bureau de son PDG. La réunion fut courte. Le café était froid. Son patron ne cria pas. Il fut juste déçu. Votre profil public, Marco, a soulevé des questions sur votre jugement, votre discrétion. Torres Dinamicas a des inquiétudes. Il ne fut pas renvoyé. Ce serait trop dramatique. Il fut réaffecté. Son titre de vice-président. Ses clients. Son avenir. Tout était parti. Il fut transféré dans un bureau arrière à la division de la conformité de Valence, gérant les audits internes, un purgatoire bureaucratique gris. Quand il rentra chez lui ce soir-là, Isabelle était partie. Il n'y avait pas de mots. Ses placards étaient vides. Elle, comme toute bonne pragmatique, avait liquidé sa position sur un actif défaillant. Marco resta seul dans l'appartement stérile aux murs de verre, celui qu'il avait gagné dans le divorce.
sa scène. Les mois passèrent. Le silence dans l'appartement était assourdissant. Une nuit, il buvait un verre de whisky bon marché. La Hublot avait été vendue il y a longtemps. Il alluma Bloomberg. Elle était là. Helena. Elle se tenait dans le grand salon du Rijksmuseum à Amsterdam. Elle ne portait pas de robe de bal, mais un tailleur pantalon bleu foncé, élégant et impeccablement net. Elle était radieuse, sereine, et semblait terrifiante d'être heureuse. L'étoile de l'Adriatique avait disparu, remplacée par une simple et élégante broche du Phoenix ST. Elle était sur un podium. Derrière elle, dévoilée au monde, se trouvait la Madeleine pénitente. Le titre au bas de l'écran disait « Helena Serrano annonce l'aile Dr. Alejandro Serrano pour la recherche de provenance, financée par une subvention Torres Alba de 500 millions d'euros. » Elle souriait, parlant avec une autorité sans effort à une foule de dignitaires. Sébastien, il était là, debout au premier rang, la regardant comme il l'avait fait au bal. Il n'était pas le centre de l'attention. Il était son public. Marco Fuentes, l'homme qui s'était vanté de son nouvel amour, regarda son ex-épouse, la fiancée du milliardaire, la présidente de la dotation et la femme qui avait réécrit l'histoire. Il comprit finalement. Il n'avait pas seulement perdu une femme, il n'avait pas seulement perdu une fortune, il avait perdu l'article authentique. Et il lui restait, complètement et irrévocablement, la contrefaçon. Et ainsi, Marco Fuentes apprit à ses dépens que la vraie valeur n'est pas toujours dans le costume que vous portez, le titre que vous détenez ou l'amélioration à votre bras. Parfois, le plus grand trésor est la personne tranquille et brillante que vous avez sous-estimée. Helena ne s'est pas seulement vengée. Elle a obtenu de la pertinence. Elle a prouvé que les passe-temps poussiéreux et la connaissance inutile sont souvent les mêmes choses qui détiennent le plus de pouvoir. Qu'avez-vous pensé de l'incroyable retournement d'Helena? Avez-vous déjà vu quelqu'un être si mal sous-estimé? Faites-moi savoir votre partie préférée de l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de drame, de vengeance et de triomphe ultime, assurez-vous d'aimer cette vidéo. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une bonne histoire. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires que vous ne pourrez pas vous empêcher d'écouter. Nous avons de nouveaux récits chaque semaine. À la prochaine.